Bonjour et bienvenue à cet épisode de Retour sur l'investissement présenté par le Collège MREX. Je suis Nicolas Ray, président du Collège MREX et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir probablement un des plus grands leaders en investissement immobilier au Québec aujourd'hui, Patrice Ménard, coprésident de PMML Multilogement. On va parler de comment Patrice a réussi à bâtir justement PMML avec sa conjointe et sa partenaire Sana. Mais on va aussi surtout parler de l'importance du mindset, les ingrédients du succès, comment on doit être capable d'être à contre-courant. Puis mon sujet préféré de la discussion à la fin, on va parler de comment on devient visionnaire. Puis la réponse de Patrice, vraiment, là, c'est vraiment champ gauche, mais c'est incroyable comme réponse. Même pour moi, je pense que c'est un des moments les plus enrichissants que j'ai eu depuis les 6-7 dernières années à tourner des podcasts. Vous allez adorer cette émission. Bonne écoute. Salut Pat, comment ça va? Ça va super bien. Vraiment, écoute, quel setup. Cancun, ça peut juste bien aller. Vraiment content. C'est dur à battre, hein? Oui. Ces expériences-là sont vraiment le fun. Moi, j'ai hésité longtemps avant de donner le go à Audrey d'organiser ces semaines-là. Je me disais, ben, tu sais, il y a d'autres endroits qui en font, tu sais, le club en font. Le banc ont aussi un événement dans le sud sur un bateau de croisière. Je me disais, tu sais, est-ce que la communauté d'investisseurs ont vraiment besoin d'un autre moment pour se rassembler? Mais la conclusion, je pense, c'est tellement important le côté humain. Tu sais, la première conférence qu'on a eue lundi, ça tournait autour de ça, que finalement, l'immobilier, c'est tellement humain. On pense que c'est les chiffres, on pense que c'est le grind, puis le hustle, puis tout ça. Puis, tu sais, oui, ça l'est, là, mais... La relation. Mais La relation, c'est super important parce que, comme tu sais, on a fait plusieurs avec le club, le banc. L'an passé, on était là aussi à la première édition avec la MREX. Ouais. Puis, je pense qu'il y a de faire une immersion pendant une semaine, un paquet d'investisseurs ensemble, des gens d'immobilier, des gens qui sont passionnés d'immobilier, ça l'emmène la business à un autre niveau, plus qu'une soirée de réseautage. Ouais. Les soirées de réseautage sont super importantes, mais ce qui est le fun, c'est que le jour 1, jour 2, tu as des discussions. Les gens, les autres investisseurs te challenge dans ta discussion. Ouais. Puis 2 jours après, tu n'es pas chez vous en train de t'es sur le terrain dans ta routine. Tu es encore ici, puis là, tu reviens à la charge, puis tu dis OK, j'ai pensé à ce que vous m'avez dit, mais peut-être que je pourrais approcher le problème de telle façon. Ouais. Fait que le fait d'avoir une immersion, ça te permet d'arriver et de prendre des décisions, puis ça, c'est vraiment puissant. Puis Sana et moi, quand on fait ces semaines-là, on se dit, OK, d'ici à la fin de la semaine, là, on fait plusieurs marches à la plage ou peu importe, on se dit, il faut prendre une décision sur tel objectif ou sur tel projet. Si on part d'ici avec une décision, fait que ça nous aide beaucoup. Ah, j'aime ça. Vous avez monté une business absolument incroyable, je pense, au Québec. C'est pas peu le dire. Vous êtes leader dans tout ce qui est courtage, autant immobilier que hypothécaire. Puis je pense que aussi au niveau du data, vous avez réussi à faire quelque chose d'extraordinaire. À quel point que, justement, le côté relationnel, le côté humain a été une clé du succès dans monter cette business-là. Puis, as-tu des exemples où ça a été comme des points tournants dans votre business puis que vous vous êtes dit, ah, wow, vraiment, là, tu sais, on a eu un point tournant là, c'est à cause de telle relation ou à cause de telle habitude qu'on a? Écoute, je pense que Sana et moi, on a tous bâti une relation à la fois. J'en ai parlé lundi. Et puis, ce qui est super important, Nick, c'est que on n'a jamais enlevé une brique en dessous pour monter le château plus haut. Et ça, c'est important pour nous parce que chaque relation, on en prend soin. Et bien sûr, PMML est présent partout, OK? Que ce soit dans toutes les organisations qui sont liées avec l'immobilier, la Corpic, la MREX, le club, le banc, et l'Informa, peu importe les événements avec les MOHEC, en tout cas, on pourrait tous les nommer. Omniprésent. Oui, le VIC, là j'ai commencé à les nommer, fait que là, je sais que je vais en oublier, mais bon, on est omniprésent. Ouais.
Mais on fait attention. Ouais. Il y a des choses que, tu sais, il faut vraiment bâtir ces relations et surtout les maintenir. Puis quand tu réussis à maintenir les relations avec le temps, ça permet de bâtir quelque chose. Parce que si tu te promènes puis tu brûles tes relations au fur et à mesure que tu avances, à un moment donné, tu fais le tour de l'industrie. Ouais. Puis la réputation de l'industrie est super importante. Tu en as parlé autant en tant qu'investisseur. Tu as donné un super bel exemple cette semaine où est-ce que la dernière transaction que tu as fait, la relation avec les vendeurs ont fait la différence. Mais je peux t'assurer que pour Sana et moi, ben oui, pour PMML, ça a été une relation à la fois, non pas seulement avec les investisseurs, les gens de marché, les courtiers dans l'organisation, l'équipe administrative, mais surtout aussi avec les gens influents dans l'industrie. Oui. Je me rappelle, moi, ça fait longtemps quand même que, tu sais, ça fait longtemps qu'on se connaît, mais pas si longtemps que ça, tu sais, dans le sens qu'on savait qui on était, on connaissait notre existence, c'est un peu le modus operandi, mais tu sais, pendant plusieurs années, en fait, on était essentiellement compétiteurs, tu sais, fait qu'on n'avait pas de relation ni de vraiment de communication. Puis là, depuis quelques années, mais la relation se développe, tu sais, on a vraiment plus de proximité, puis on se rend compte, tu sais, que finalement, on est quand même très similaires. On a même la même date de fête. Oui, une couple d'années de plus que toi, mais la même date que toi. Ça paraît pas. Mais tout ça pour dire que moi, de l'extérieur, ce que j'ai remarqué, puis ce que je trouve impressionnant, je me rappelle, c'était peut-être il y a 5, 6, 7 ans, dans ces eaux-là, tu sais, 2018, 2019, là, je me rappelle, ça m'avait vraiment comme. Ça m'avait frappé. Dans la même semaine, ou je pense dans le même jour, les deux, on a publié quelque chose de tellement similaire, tu sais, comme presque en même temps. Puis c'était sur le concept de, tu sais, de bâtir sans détruire les autres. Tu sais, c'était comme, moi, je me concentre à bâtir ce que j'ai à bâtir, puis créer ce que je veux créer, puis ce qui se passe à côté, on s'en fout un peu. Puis pourquoi je dis ça, le point pourquoi je dis ça, c'est que, tu sais, quand tu bâtis une business ou une carrière, tu passes à travers différents stades. Tu sais, au début, tu es comme vraiment scrappy, tu as besoin de te prouver, tu es peut-être des fois un peu plus, on va dire, hostile. Tu sais, moi, je pense à mes débuts de carrière, il y a des moments où j'étais comme un peu plus hostile, compétitif. Après ça, ben, tu avances, tu bâtis plus de crédibilité, de réputation, de valeur. Tu as plus de banque karmique, si on veut, dans le marché parce que tu t'as donné. Puis à un moment donné, tu changes tranquillement de position parce que tu deviens, quelque sorte, émérite un peu. Tu n'es plus le contender, tu es rendu comme. Exact. Tu es émérite. Puis je vois du monde qui vous voyait comme purement de la compétition, qui jamais aurait été chez vous, parce que c'était comme, c'est la compétition, là. C'était les Nordiques de Québec contre les Canadiens de Montréal. Puis aujourd'hui, ils sont rendus courtiers chez vous. Puis je pensais à ça cette semaine, puis c'est drôle, il y en a qui sont ici, là, tu sais. Je suis comme, c'est vraiment hot. Tu sais, c'est hot de voir cette évolution dans le temps-là. Ça m'a fait penser à, justement, la semaine où on avait les deux posté ça. Quand tu te concentres à juste bâtir, oui, tu passes à travers différents stades de ta carrière, mais quand tu te concentres juste à bâtir et non pas détruire, tu peux pas gagner éventuellement. Tu sais. Ouais. Tu sais, puis je me rappelle de cette situation-là, sans nommer de nom, mais. Puis ça vient un peu, moi, un de mes mentors, bien sûr, c'est Gary Vee. Puis Gary Vee, il avait écrit il y a 2 façons de construire le plus grand immeuble de la ville. Ouais. Tu peux démolir tout ce qui est à côté, automatiquement, tu vas te ramasser le plus grand. Ouais. Ou tu peux littéralement focusser sur bâtir le plus grand immeuble. Absolument. Puis je pense que c'est ça qu'on a fait. Puis, tantôt, tu parlais de relations. Il y a eu des conflits avec un paquet de monde dans l'industrie. Par la force des choses, on brasse tellement de choses qu'il peut y avoir des conflits. Ouais. Mais ne pas dépasser la ligne de non-retour. Ouais. Et ça, c'est super important. Ouais. Parce que quand tu parles de l'exemple de courtiers qui ont joint PMML, oui, il y avait une compétition féroce sur le marché, mais jamais de mauvaise intention ou faire du mal et tout ça. C'est quand tu te bats pour un contrat, tu te bats pour un contrat. Mais de ne pas démolir les gens. Ouais. Puis ça, je pense que ça fait la différence parce que si à un moment donné, l'autre partie trouve que ton feu est assez fort et qu'il va venir se réchauffer autour de ton feu, si tu as été trop loin dans
la compétition, bien, à ce moment-là, il y a comme un point de non-retour où que les gens vont dire, regarde, j'aimerais ça, je vois une PMML, mais par rapport à ce qui s'est passé, ça a été trop loin, puis je me sens pas, mon ego ou mon orgueil ou ma fierté ne permettra pas de retourner voir PMML par rapport à ça. Fait que le fait de ne pas avoir été assez loin, de ne pas avoir été trop loin, a permis à ces gens-là de dire, regarde, oui, on compétitionnait, mais bon. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Aujourd'hui, on trouve que PMML est le meilleur véhicule. Puis, c'est comme une game de hockey. Puis tu oublies, hein? Moi, en tout cas, j'ai un très, très bon, une belle qualité, c'est que j'oublie tout. Fait que ça permet, peu importe ce qui s'est passé. Mais bon, je pense que ça résume le fait que... Mais c'est comme une game de hockey. Dans une game de hockey, tu peux donner des coups de coude, tu peux même brasser l'autre, puis l'envoyer se promener, toi et bord, tous les côtés. Mais à la fin de la partie, les vrais athlètes, ça se serre la main, c'est fini. Ça ne va pas se battre dans le stationnement après. Là, tu ne vas pas slasher les pneus de ton adversaire dans le stationnement après. Puis je pense que ça, c'est là que c'est un point important à comprendre. Puis dans le monde des affaires, on dirait que les gens, des fois, ils oublient ce point-là. Ils oublient que c'est une compétitivité. Là, puis, ben écoute, c'est sûr que j'ai pas le choix de le mentionner. Là. On est champion de la Coupe de hockey. Hein? Fait que, on est encore en bonne relation parce qu'on s'est serré la main. On s'est serré la main, mais je veux dire, ce qui est fun dans ce cas-là, c'est qu'il y a une autre partie qui s'en vient aussi. C'est ça. C'est la bonne nouvelle. On a à se reprouver à chaque année. Exactement. Donc, quand est-ce que tu vas sortir ton line-up? À la dernière minute. Aïe, aïe. Qu'est-ce qui... tu sais, des fois, là, tu dois sûrement... Ça t'arrive-tu de te pincer? Tu sais, parce que je sais que, tu sais, vous êtes parti de rien, essentiellement. Puis, tu sais, moi, je vous vois aller quand même depuis, maintenant, presque 12-13 ans. Là, tu sais, fait que j'ai aussi vu l'évolution de l'extérieur. Il doit y avoir des moments quand même que vous vous pincez, là. Tu sais, tu te dis, aïe, c'est... Wow, c'est là ce qu'on a bâti. Oui, je me pince. Ouais. Mais pas dans, hey, voici ce qu'on est rendu. Ouais. Je me pince quand je perds la touche de vouloir encore continuer à grandir et à grandir. Honnêtement, c'est très, très, très passager quand ça arrive, mais des fois, à un moment donné, tu as un moment de découragement. Puis tu dis, OK, mais non, j'ai pas le droit. C'est là que je me pince pour dire, Pat, non, t'es un peu là. C'est pas 2 ou 3, 4 situations alignées en dedans de 2 jours qui vont faire qui va déterminer la future. Mais sauf que oui, je me pince encore, mais souvent pour me remettre sur le bon chemin. Mais oui, on a énormément de gratitude. Énormément de gratitude. Puis c'est drôle parce que Sam Lapointe de l'équipe faisait une entrevue avec moi à notre réunion de famille. Puis il dit, Pat, qu'est-ce qui fait que tu es constamment, tu es vraiment motivé? Puis je pense que la réponse à ça, c'est que Sana et moi, on a tellement fait un bout de chemin, on a tellement progressé, on vient tellement de loin. Puis toi aussi, tu as une histoire extraordinaire. Est-ce que j'ai le droit d'arrêter? Est-ce que j'ai le droit de... En fait, dit comme ça, c'est juste un reel, ça pourrait l'air bizarre, mais à partir du moment que tu as grandi ça, c'est devenu un mindset, puis tu ne veux pas retourner en arrière. Pour moi, c'est de la gratitude de continuer à exposer puis à faire travailler mon talent. Alors que d'arrêter, non. Fait que je pense que j'ai beaucoup de gratitude là-dessus, mais en même temps, je sais que c'est un devoir pour moi de continuer. Un devoir pour moi-même, pour Sana, pour moi, pour notre famille, mais surtout pour l'organisation. Parce que quand je vois des nouveaux courtiers commencer, puis là, ça en prend 1 an, puis là, ça commence à bien aller, c'est important de rappeler que tu étais exactement à la même place, puis pas prendre les choses pour acquis, puis te mettre dans les souliers de cette personne-là, où est-ce qu'il y a de la pression financière, parce qu'on sait, courtier immobilier, oui, tu fais de l'argent quand ça va, mais quelqu'un qui commence dans le courtage, les 6 premiers mois ne fait pas de cash. Ils sont longs. Ils sont longs longtemps. Parce que si tu as la chance d'avoir une offre d'achat acceptée dans ton premier mois, tu vas être payé dans 6 mois. OK? Donc, fait que tout ce processus-là que je ne perds jamais de vue, puis étant donné qu'on est super connecté avec le monde, bien, ça me fait réaliser à tous les jours que oui, j'apprécie énormément. Bien, j'aime ça. Je suis content que tu aies été dans le mot devoir parce que j'avais le mot responsabilité en tête. Tu parlais, je comme, effectivement, moi, je le vois aussi comme ça, comme c'est une responsabilité que tu as. Tu sais, quand tu as accès à quelque chose dans la vie, que ce soit comme une énergie un peu plus
forte que la plupart des gens, une vision. Moi, je pense qu'on a chacun un devoir, oui, envers nous-mêmes, parce qu'en premier lieu, on est ici une fois, jusqu'à preuve du contraire, là, puis je pense qu'on a le devoir d'explorer notre plein potentiel, mais aussi parce que ça a un effet sur les autres. Je pense que le marché immobilier multilogement, je me rappelle quand j'ai fondé Réarvent en 2013, je me disais, mon Dieu, comme un investisseur immobilier au Québec, il n'a pas accès à ben d'aide. C'est pas pour être méchant, mais c'est pas le monde chez Remax qui vendent 10 maisons dans l'année qui vont aider l'investisseur immobilier. Tu as deux marchés. Tu avais les multinationales, puis tu avais les balnéaires résidentielles. Puis sans rien enlever aux deux, il n'y a rien qui touchait le... Mais non, fait que l'investisseur immobilier moyen qui voulait réussir, ben tu sais, il y avait intérêt à être vraiment bon là, parce qu'il n'y avait pas de main d'aide et du support. Puis là, aujourd'hui, tu te dis, aïe aïe, tu sais, si tu me demandais en 2013, c'est qui les courtiers au Québec, autant immobiliers qu'hypothécaires, qui sont là pour aider monsieur, madame, tout le monde à réaliser leurs rêves puis leurs projets d'investissement, tu sais, ça se comptait quoi, sur les doigts d'une main, peut-être? Vraiment pas beaucoup. Aujourd'hui, tu fais comme juste compter sur chez PML, tu fais comme, OK, là, j'ai besoin de beaucoup de mains, tu sais, fait que ça a un effet important parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, cette semaine, on est avec 70 investisseurs, il y a beaucoup de gens que peut-être qui ne seraient pas où est-ce qu'ils sont sans l'aide. Tu disais tantôt un Sam Lapointe ou Jessica qui est derrière Sam aussi. Puis on peut penser à plein de noms, mais je suis convaincu qu'il y a plein d'investisseurs qui sont à un endroit où ils sont parce qu'ils ont eu de l'aide de ces gens-là. Parce qu'ils ont eu de l'aide d'un enseignant chez MREX ou d'une autre école. Fait que c'est important aussi cette responsabilité-là d'autrui. T'sais. Oui, puis mais également, quand tu parlais de Samuel, de Jessica, de Sylvain Lacasse, de Nick Slobodinuc, qui est ici, de Roxane, et Vincent Lavoie, en tout cas, c'est sûr que je n'ai peut-être oublié, mais quand je regarde l'organisation, Gisèle Auger, qui est là également, quand tu regardes toute l'organisation qui est là, c'est tout du monde aussi qui ont fait de la formation MREX, qui ont fait de la formation au club, peu importe les formations. C'est des gens aussi qui ont investi, qui ont des beaux parcs aujourd'hui, qui ont fait du courtage, qui sont capables de connecter avec les clients. Parce que oui, tu es un professionnel, tu fais 50 transactions par année, puis ça, c'est un edge que personne ne peut avoir. Même les investisseurs les plus aguerris, quelqu'un là, qui roule sa bosse, là, va peut-être faire 3 transactions, 4 transactions par année. Là. Un investisseur très actif. C'est beaucoup, 3-4 parce que c'est pas juste de faire la transaction, il faut que tu s'en occupes après. Donc, l'aspect transactionnel, qui est très changeant, qui est toujours en mouvance, que ce soit au niveau des règles de financement, au niveau des délais, au niveau de tout ce qui est environnement, tout qui touche alentour d'une transaction immobilière, d'avoir un expert qui fait 50 transactions par année, 30 transactions ou 70, 75 transactions, dans le cas de Nick Raymond, Jessica Laet, ça fait à peu près 70, 75 transactions par année. Tu dis, il développe quelque chose que n'importe quel investisseur a besoin. C'est d'être alerte en temps réel sur comment que ça fonctionne une transaction au mois de novembre 2024. Puis l'expérience de comment tu règles une situation, parce que on sait, là, une transaction, une carrière d'investisseur immobilier, bâtir une business, tu l'as dit tantôt, ça a l'air bien rose, ces réseaux sociaux, puis de l'extérieur, la pointe de l'iceberg, mais c'est très ardu. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de... Tu es tout le temps en train de te buter à des murs, puis d'essayer de faire comme, OK, bon, ben là, chaque fois, je passe à travers le mur, je le monte dessus, je le contourne dessus, qu'est-ce que je fais? Mais c'est là aussi que l'expérience vient rentrer en ligne de compte, puis cette expérience-là est importante, là, tu sais. Oui, puis c'est parce que beaucoup de propriétaires, c'est que un courtier hypothécaire, courtier immobilier, courtier hypothécaire, il en fait encore plus de transactions. C'est que, oui, tu emmènes un paquet d'informations, un paquet de bagages, un paquet d'expériences à la transaction. Mais sur chaque transaction, il y a quoi de nouveau qui se passe? C'est clair. Donc, tu vas chercher cette information-là, puis tu l'emmènes au prochain. Fait que la personne qui fait la transaction avec le courtier a le bagage de toutes les transactions qu'il y a eu dans les derniers mois. Puis d'un autre côté, en même temps, le courtier aussi gagne parce que, je te dis, encore aujourd'hui, après 20 ans dans le courtage, je vois des situations, on se dit, ben voyons donc, je l'ai jamais vu venir, celle-là. Puis c'est le fun parce que à partir du moment que tu es capable de réagir rapidement, les problèmes en immobilier, il va toujours en avoir des plus gros.
Puis, un moment donné, c'est que tu fais. J'aime bien donner cet exemple-là où c'est une échelle. Ouais. Puis, mettons, on prend l'échelle de 1 à 10. Bien, quand tu commences dans l'immobilier, tu fais face à des problèmes numéro 2, tu es à un niveau 1. Ouais. Tu fais face à un problème niveau 2, on va dire, boy, comment je vais surmonter ça? Un déguerpissement. Quelqu'un qui part pendant la nuit. Tu te viens, j'achète un immeuble, qu'est-ce qui arrive s'il y en a 2 qui partent? Ouais. Puis, à un moment donné, ça arrive. Et que là, tu fais face. Fait que là, tu as fait face à un problème numéro 2. Tu es rendu à un niveau 2 parce que tu as réglé le problème. Whoop! Par la suite, tu fais face à un niveau 4. Une autre situation. Fait que là, à partir de là, OK, bon, tu vas régler le problème niveau 4. Tu deviens, en tant qu'investisseur, à une compétence niveau 4. Ouais. Mais là, pendant ce temps-là, les niveaux 2 arrivent là, constamment. C'est rendu naturel. Tu y penses même plus. Non. Ah. Et là, par la suite, arrive un problème numéro 6. Il dit, comment je vais faire pour passer à travers ça? Exemple, la vie 248 de la SCHL, OK? Je pense que c'est ma fin, ça, là. La vie 248 de la C'est le SCHL. big boss du niveau 6 du jeu, là. Lui, c'est Godzilla. Puis là, finalement, tu y fais face. Ouais. Tu réussis à régler le problème. Ouais. Pendant ce temps-là, les problèmes numéro 2 arrivent, les problèmes numéro 4 arrivent. Et toi, maintenant, tu es rendu à un niveau 6. Ouais. Mais là, ce qui vient de se passer est extraordinaire. Parce que c'est plus la grosseur du problème, c'est l'individu que tu es devenu à régler les problèmes. Exact. Donc, ensuite, le problème numéro 7, 8, 9 et 10, c'est rendu une habitude de faire face au problème, puis d'y aller une chose à la fois, puis de régler ce qu'il y a à régler. Ouais. Donc, c'est l'individu qui va faire la différence. C'est que tu grandis en tant qu'investisseur et chaque transaction t'emmène ce lot-là. Puis, encore là, tu nous as parlé en privé devant le groupe, mais pas devant la caméra. Puis, les dernières transactions que tu as faites face, tu donnais les exemples quand même assez importants de où est-ce que tu dis, OK, même Nicolas Ray, c'est là, puis il s'assoit, puis il dit, OK, bon, comment je vais faire pour régler ce problème-là? Tu as fait face, tu as réglé le problème. Ouais. Mais il y a toujours de quoi de plus grand. À un moment donné, c'est une habitude que tu as, c'est une façon d'être, c'est un. Tu sais, Nicolas a une confiance qu'il a développée pour pouvoir régler ce genre de problème-là. Puis c'est en tant qu'investisseur, mais c'est de ça qu'il faut s'inspirer. Là. Absolument, c'est clair. C'est comme un genre de. C'est comme un progressive overload. Tu sais, es comme continuellement en train de te désensibiliser, essentiellement. Tu sais, je pense que c'est ça. Puis c'est pour ça aussi que je pense que le rôle. Tu sais, tu as le rôle des succès, mais tu as le rôle des échecs aussi. Puis les deux sont aussi importants. Puis, tu sais, je sais que toi, Sana, vous êtes des machines de mindset, là, tu sais. Puis, moi, j'ai passé ma vie à travailler sur mon mindset. Puis, c'est un parcours qui n'arrête jamais, je pense, là, tu sais. Puis, je pense que c'est ça une des grandes différences avec les gens qui réussissent dans le temps, qui sont capables d'être persévérants, peu importe les saisons, peu importe le climat, ils sont capables de ne pas devenir post-traumatique, mettons, face aux échecs. Puis si tu es capable d'avoir comme une lentille positive face aux échecs, ton échec, même si tu as perdu contre le boss niveau 6 là, dans le jeu, là, ben, tu as souvent la capacité de refaire le niveau. Puis là, tu vas te rebattre contre le même boss, mais là, tu vas le battre facilement. Mais tu vas le battre facilement parce que tu avais perdu une fois contre. Exactement. Ça a réussi à être pas fatal. Là. Heureusement, tu as réussi à vivre pour te battre une journée de plus, essentiellement. C'est important, les échecs. Ben oui. C'est important. Il y a toujours, puis, il y a toujours des échecs quotidiens que je vis. Ouais. Puis, m'emmener, OK, d'avoir le sentiment de ne pas contrôler tout. Ouais. C'est important. Parce que sinon, il n'y a plus de challenge. Là. C'est clair. Tu vas te tanner rapidement. J'imagine, la personne qui n'a plus de challenge dans sa vie, ça devient que tu ne grandis plus. Tu n'es plus en mode. Tu sais, le cerveau est fait pour être constamment confronté à des situations. Oui, absolument. Donc, oui. Absolument. C'est quoi si tu avais à mettre le doigt sur une chose hein, que tu vois, que tu as vu à date dans ta carrière, on va appeler ça les grands investisseurs. Là. Ceux qui ont vraiment comme. Qui cognent les grands chelems et qui ont bâti des carrières dont tout le monde voudrait avoir. Versus ceux qui ont eu des belles carrières, mais tu sais, comme. C'est quoi le. Est-ce que tu mettre le doigt sur la caractéristique que ces gens-là ont versus les autres? En fait, la constance, Nick. Okay. Les gens qui ont été constants, peu importe les situations de marché, c'est vraiment ceux-là qu'aujourd'hui. Tu sais, il y a quelques transactions qui sont en train de se passer en ce moment, qu'on va voir sur le registre foncier dans les prochains mois, où est-ce que
des investisseurs qui ont continué à travailler, à prospecter, à faire des offres d'achat, malgré que les taux d'intérêt ont monté, malgré l'avis 248 de la SCHL, malgré l'avis 253. Peu importe ce qui se passe, ces gens-là restent dans l'action. Ils s'ajustent. Ouais. C'est des gens qui sont très agiles, mais qui n'ont jamais arrêté. Puis tu l'as dit à plusieurs reprises, l'immobilier est une game de long terme. Puis à partir du moment que tu veux transformer ça en game de court terme, c'est là que les gens se plantent. Ouais. C'est là que les gens font des erreurs. Et oui, des fois, c'est tentant de penser à court terme, mais les gens, fait qu'il y a un dénominateur commun sur les gens que j'ai vus réussir, c'est vraiment qu'ils ont toujours été dans l'action, ils n'ont jamais arrêté, ils ont été constants. Puis, avec l'action massive aussi. Tu sais, on voit juste les bons coups. Ouais. Mais sur une offre d'achat qui était acceptée, ils en ont peut-être fait 7, 8, 9. Ouais. Là, personne n'en parle, c'est normal. On parle de la transaction quand tu fais une acquisition. Donc, la constance, de rester constamment dans l'action, je pense que c'est ça qui fait la différence. Les gens deviennent myopes. Tu sais, dans le court terme, j'appelle ça la myopie. Tu sais, c'est rendu qu'ils perdent leur vision, dans le fond. C'est drôle que tu mentionnes ça. C'est vraiment, en fait, c'est un point incroyable. Là. Je pense pas que tu aurais pu sortir une meilleure réponse que ça, là, mais c'est drôle parce que, tu sais, on a vécu la COVID. Après ça, tu dis, on a vécu la vidéo 48, l'augmentation des taux. Puis je me rappelle à quel point je faisais des lives, puis je disais aux gens, tu sais, comme, faut pas que vous arrêtez, là. Continuez, adaptez-vous. Puis il y en a qui disaient, tu sais, après ça, on a toujours les haters en ligne, ils sont comme, ah, vous dites ça juste pour vendre des cours, Non, parce que, justement, une carrière d'investissement immobilier, il faut que tu demeures actif, constant, peu importe les saisons. Tu sais, que ce soit l'hiver ou que ce soit l'été, là, puis on parle, mettons, d'un point de vue macro, là, tu peux pas arrêter. Puis c'est drôle parce que dans le temps, quand on parlait avec... dans le temps, quand j'étais chez Hervé, puis qu'on parlait des propriétaires d'immeubles, tu sais, on leur demandait t'es-tu investisseur? T'es-tu investisseur? Puis ils disaient oui, je suis investisseur. Puis là, tu leur demandais c'est quand ta dernière transaction? C'était en 2013, 2014. Ah, ma dernière transaction, c'était en 2002. Mais t'es pas investisseur. Tu sais, t'es propriétaire foncier, c'est correct, mais t'es pas un investisseur. T'as arrêté d'être un investisseur. C'est comme un joueur de hockey. Si tu joues plus, t'es pas un joueur de hockey. T'es un ancien joueur de hockey. Exactement. Mais tu dois continuer à être capable de faire des achats, à bouger, comme tu dis. C'est là que tu vas trouver les meilleures opportunités. Ouais. Si on prend l'exemple, on prend l'exemple de la COVID. Ouais. Au début de la COVID, tout le monde a paniqué. Ouais. Ceux qui ont continué, ces gens-là ont réussi à faire des occasions incroyables parce qu'il y en a qui ont paniqué, justement. Puis ont pris. Fait que ceux qui ont continué, il y en a d'autres qui vont dire qu'est-ce qui va arriver avec les locataires, ils sont plus capables de payer. Ouais. Puis à quel point notre industrie au niveau multirésidentiel, OK, elle est forte. Ouais. Écoutez, tous nos clients ont été subventionnés par le gouvernement indirectement avec les locataires qui ont reçu les chèques de PCU et tout ça. Fait que, on a passé à travers la COVID d'une façon incroyable. Ouais. Ensuite, l'industrie multirez au niveau de la montée des taux d'intérêt, on a passé à travers ça. Ouais. Et c'est une industrie qui est très, très, très résiliente sur la fondamentale que présentement, il manque de logements. Ouais. Enlève ce principe-là ou ce pilier fondamental-là, où est-ce que parce que tout ça a été basé sur le fait que les revenus ont continué à monter, augmenter, peu importe la crise qu'on a passée. Puis c'est là que les vrais investisseurs, ceux qui sont restés constants, qui ont continué à jouer, ont réussi à bâtir quelque chose d'intéressant parce qu'ils ont pris avantage. Parce que quand tu es 10 à cogner à la porte d'un propriétaire, tu sais, dans le temps, là, que tout allait bien, taux d'intérêt 1,5, plein d'acheteurs sur le marché, bien, quand tu approché un propriétaire, on l'a vu, le fameux épisode des surenchères qui n'arrêtait pas. Les immeubles qui recevaient 38 promesses d'achat en 24 heures. Bien, c'est ça. Donc, mais les conditions de marché étaient bonnes. Ouais. Tu avais 1,5 Ouais. Les banques finançaient sans problème. Tu sais, les conditions étaient bonnes. Ouais. Donc, il y avait énormément de monde. Ouais. À partir du moment que
ça s'est commencé à se dégrader au niveau des conditions, au niveau des taux d'intérêt ont monté, et ainsi de suite. Là, tout le monde s'est retiré. Ah non, il y a des problèmes. Ceux qui sont restés, là, il n'était plus de 10 à cogner à la porte du propriétaire, il était tout seul. Exact. Et là, il pouvait avoir une conversation, développer une relation et de commencer à fabriquer des deals. Ouais. Parce que quand tu as le temps, tu es tout seul à cogner à la porte d'un propriétaire, tu peux fabriquer un deal, tu peux faire une belle transaction. Ouais. Contrairement où est-ce que tu sais, puis je ne blâme pas les propriétaires, tu reçois 38 offres, bien, c'est sûr. On va prendre la meilleure, la plus haute, avec celui qui close le plus vite, le plus simple, le plus expérimenté. Un paquet de facteurs, mais bon. Donc, l'arbitrage au niveau de l'investissement immobilier, encore là, c'est un sujet que je t'ai écouté par le passé, où est-ce que si tu réussis à aller chercher des moments précis dans un cycle immobilier, où est-ce que les gens s'en vont et que toi, tu réussis à y aller, c'est là que tu vas aller chercher l'arbitrage, c'est là que tu vas créer les occasions et être capable d'aller chercher des deals. Puis, une fois, j'avais écouté Vincent Chiara, je pense que c'est le plus grand propriétaire foncier au Québec, du groupe MAC. Puis Vincent avait dit dans la conférence, comptait son histoire et tout, puis il a dit, moi, je vais, parce qu'on sait dans les dernières années, il a été excessivement agressif dans le niveau du bureau. Des grandes tours au centre-ville, à Québec, à Montréal. Alors, tout le monde dirait que c'est le temps de sortir de là. Sortir de là. Vincent a dit, moi, je vais où est-ce que les banques ne veulent pas aller. Puis à partir du moment que les banques ne veulent pas aller dans un actif, ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de monde qui viennent. C'est au bas du cycle. C'est au bas du cycle. Le plus grand partenaire financier d'un investisseur est la banque. Puis à partir du moment que les plus grands partenaires financiers ne veulent pas un type d'actif, bien, il n'y a plus grand monde à la messe. Donc lui, il s'est dit, il a trouvé une autre façon, il était créatif de chercher d'autres types de fonds, un peu à l'international ou peu importe la source de ces fonds. Il a quand même réussi à bouger, à faire des occasions incroyables dans les dernières années. Donc, en ce moment, ça va. C'est pas encore l'idéal pour le bureau, mais ça va tourner. Il va arriver un moment où est-ce que les gens vont dire « Ah, mon Dieu, qu'il est brillant! » Ben oui, il est brillant, parce que ça a l'air brillant quand ça fonctionne. Il a préparé son coup plusieurs années d'avance. Exactement. Ça me fait penser à Howard Marks, qui est un des plus grands investisseurs du bond market, des junk bonds, essentiellement des obligations à haut rendement. Puis Howard Marks parlait de... Il donnait une conférence à New York sur ce qu'il a fait durant la crise économique de 2008, qui a tout crashé. Puis lui, là, il achetait, là, il n'a jamais autant acheté que les 15 premières semaines de la crise économique. Je pense qu'il achetait pour chose comme 8 milliards de dollars par semaine. J'exagère le montant, mais c'est un montant comme ça n'a même pas de sens, d'obligations, alors que tout est en train de planter. Puis il a transformé ça en quasiment des plus grandes décisions d'investissement des 40 dernières années dans le marché obligataire puis dans le marché boursier. Parce qu'il est allé justement à contresens, il est allé à contre-courant. Puis je pense que ça prend de la vision pour ça, parce que justement, quand tu es trop myope, tu es tout le temps en train de regarder le moment présent, mais on a plein d'allégories qui existent. C'est Wayne Gretzky qui disait je ne vais pas où la rondelle aller parce qu'il est trop tard. Je vais aller où est-ce qu'elle s'en va. Mais c'est le même concept, je pense. Tu sais, les gens qui disent OK, là, tu sais, je pense, augmentation des taux à vie 2,48, COVID, je prends mon exemple à moi, puis c'est tough parce que c'est quasiment contre-intuitif d'un point de vue comme ton cerveau reptilien. Ton cerveau est en train de te dire stop, arrête, là. Ça n'a pas de sens. Tout le monde est en train de dire ça n'a pas de sens, que si tu fais là, tu es un débile, tu vas tout perdre. Puis là, il faut que tu t'entraînes à faire comme. Tu te mets les œillères. Puis moi, c'est là que j'ai le plus acheté. Puis aujourd'hui, d'ailleurs, je suis comme, aïe, ces acquisitions-là, c'est mes meilleures acquisitions. C'est ça, mais Nick, ça revient à ce qu'on disait au départ. C'est qui la personne que tu dois devenir en tant qu'investisseur? Parce que tout le monde sait ce principe-là. Tout le monde l'a entendu. C'est quand la bourse baisse qu'il faut acheter. Mais le faire, c'est... En tant qu'individu, c'est quoi le niveau de confiance et le niveau de connaissance, le niveau de sophistication que tu dois avoir en tant qu'investisseur pour dire « je m'en vais là » quand tout le monde s'en va. Parce qu'on s'entend que tu peux te planter solide aussi. Là. C'est pas parce que tout baisse qu'il faut que tu y ailles, parce qu'il faut que tu y ailles de bonne façon. C'est pas parce que tu as une vision qui est nécessairement est bonne. C'est ça, puis tout baisse.
C'est pas tout qui remonte. Non. Fait que si tu prends pas le bon choix, le bon immeuble, le bon stock, peu importe dans quelle industrie que tu es, en tant qu'investisseur, fait que la confiance que tu dois développer, les connaissances, la sophistication de comprendre, et oui, quand tu as tout ça, bien, c'est le temps de foncer quand les gens ne vont pas à un endroit et toi, tu peux y aller quand tu es bien accompagné. Oui, absolument. Je veux finir sur un dernier sujet, parce que ça me fait penser à ça en parlant de ça, la vision. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui te qualifient comme visionnaire. Tu es un visionnaire, tu sais, c'est un qualificatif que je reçois aussi souvent. Ouais. Je pense que, tu sais, là, on vient de parler d'une situation où ça prend une vision, tu sais. Est-ce que tu as tout le temps été visionnaire ou tu t'es tout le temps considéré visionnaire ou c'est quelque chose qui s'est développé ou qui se développe? Comment toi tu l'as vécu? En fait, j'ai toujours été curieux. OK. Puis à partir du moment que tu pousses la curiosité à un niveau d'essayer de comprendre ce qui s'en vient, tu finis par anticiper. Puis le sens de l'anticipation, et tout ce que je viens de dire comme mot, est un peu ça, la vision, ou ce qu'on décrit les gens comme visionnaires. Parce qu'à un moment donné, hier, cette semaine, tu as parlé... On parlait... En tout cas, je ne m'en souviens plus, mais tu as donné une idée, justement, de la vision que tu peux développer, toi, en tant que visionnaire. Parce qu'on disait que c'est compliqué. Ah oui, on parlait des villes et les obtentions des permis. OK? Puis là, tout le monde va se dire, mais là, c'est compliqué, ça va être difficile. Et où sont les villes que c'est facile? On va aller là. Les gens voulaient aller où c'était facile. Mais toi, tu as dit, non. On va aller où est-ce que c'est difficile. Parce que si c'est difficile, ça veut dire qu'on ne construise pas de logement ou beaucoup moins qu'ils devraient en construire. Donc, le manquement de logement va faire que les prix, les loyers vont monter très rapidement dans ce secteur-là. Tu n'as pas de compétition. C'est toute l'offre et la demande. Tu n'as pas de compétition. Donc, comment tu vois ça? Tu vois ça du côté facile? Oui, est-ce que tu peux aller chercher de la vitesse, ce qui est important, ça ne t'empêche pas d'y aller, mais aussi, il ne faut pas écarter de la main l'endroit où c'est difficile, parce que où est-ce que c'est difficile? Encore là, on revient moins de monde, mais j'ai des opportunités. Fait que la vision, je crois que c'est quelque chose que la curiosité, que tu commences à un moment donné à aller en profondeur. Tu sais, ça, c'est important. Les gens vont m'entendre parler des fois, tu sais, on entend tout parler d'AI, de blockchain, et ainsi de suite. Puis, c'est quelque chose que je suis tellement curieux que je sais qu'il va arriver, donc je travaille dessus. Mais je n'ai pas une vision de savoir exactement comment ça va être dans 3 ans. J'ai aucune idée comment ça va être. Je sais que ça va être omniprésent. Donc, ce que je peux quand même pousser ma curiosité et de faire en ce moment les moves que je pense qui pourraient être intéressants, de développer des bases de connaissances et de comprendre où est-ce que le AI s'en va, quand est-ce que le blockchain va être adopté de façon massive, qui va faire qu'on va faire des belles transactions. Parce qu'on a pensé il y a 2 ans au blockchain, mais bien trop tôt. Fait que tu as bien beau être un visionnaire, mais il faut que tu restes pratique en tant que dirigeant d'entreprise. Fait que ce niveau de vision-là, je pense que tu l'as au niveau de l'immobilier et dans plusieurs points, avec tout ce que tu as bâti. Mais je pense d'abord et avant tout que ça se résume à la curiosité, l'anticipation, et après ça, de faire les bons moves. Puis de bâtir tes compétences. J'adore ça. J'avais jamais pensé à ça, la vision, de la curiosité. Parce que c'est ça qui va te pousser justement à aller vivre des expériences, puis à retrouver des choses, puis à te former. C'est que je t'écoute des fois là, dans des vidéos, qu'est-ce qu'il dit? Pas dans le sens, c'est bien trop compliqué pour moi, ça. Et là, tu parles au niveau financier, au niveau de calcul, puis tu vois que ta curiosité fait que moi qui est dans le domaine, des fois, je dis un peu, Pat, là, je comprends pas ce qu'il dit. Là. Mais là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'arrête là? Ou je vais essayer de comprendre? C'est ça. Est-ce que je pousse ma curiosité pour aussi voir... c'est drôle, tu parles de blockchain. J'ai écrit un white paper au-dessus de 80 pages en 2017. En 2017? En 2017, sur bâtir une plateforme de tokenisation en immobilier. Là. Fait que tu parles d'être trop tôt. Là. La réalisation que j'avais eue aussi, c'était comme, il est peut-être un peu tôt. Puis là, aujourd'hui, je suis comme, j'étais vraiment beaucoup trop tôt. Là. Mais c'est vraiment... Honnêtement, j'avais jamais vraiment pensé à ça. Le lien entre la vision et la curiosité, c'est vraiment... je pense que c'est vraiment ça, tu as raison.
Oui, parce qu'être visionnaire, c'est quoi être visionnaire? Ouais. C'est pas de vision. Il n'y a pas ça. personne qui peut. C'est juste un moment donné. Ouais. Tu bâtis la curiosité, tu pousses, tu pousses, tu pousses. Puis là, tu deviens assez confiant parce que tu es assez formé, tu as parlé à assez de monde, tu es assez bien entouré, que là, tu es capable d'aller vers ce que tu as découvert, tu sais. Oui. Avec foi, tu sais, sans faire ah, finalement, je me remets en doute puis je n'y vais pas. Sans savoir précisément c'est quoi qui va se passer, Ouais. tu sais que le monde s'en va là. Ouais. Tu sais, Tu as une idée générale, mettons. Tu écoutes sur le AI en ce moment, je sais et je suis convaincu que ça va révolutionner la façon qu'on fait des affaires. Ah, tout à fait. Qu'on vit, en fait. Ouais. Littéralement, comme l'Internet le fait. Mais j'ai pas précisément la réponse. Mais Non. je sais que ça va. Fait qu'à partir du moment que tu sais que ça s'en va dans une direction, embrasse-la. Résiste-la pas. Ouais. Va dans son environnement. Oui. Après ça, ben, les gens te traitent de visionnaire, mais ce que tu as fait, tu as anticipé un courant. Tu as été curieux, tu as été ouvert, puis tu es allé. Ouais. Pat, c'était une extraordinaire discussion. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci encore d'être là partout. Tu sais que tu es un grand leader, tu es une personne importante dans l'industrie, puis vraiment un plaisir de te recevoir. Vraiment, je suis bien accompagné de l'organisation avec Sana et tout. Mais félicitations à toi aussi. Je pense que c'est encore là pour ceux qui ont la chance l'an prochain. Je ne sais pas si tu vas en faire une 3e édition. C'est sûr, c'est sûr. Donc, je pense que c'est important de se rassembler. Puis ça fait déjà 3-4 jours qu'on est ici. Puis les discussions qu'on a déjà eues hier, en tout cas, c'était assez impressionnant. Fait que je pense que merci de faire ça, merci d'organiser le tout, merci pour le Collège de MREX d'emmener aussi le niveau de sophistication dans l'immobilier, de démocratiser, si j'ai bien compris, toutes les connaissances au niveau d'investissement. Et je pense que maintenant, ça va bien. Tu es bien entouré aussi avec Audrey. Juste un petit shout-out à Audrey là, qui fait un job extraordinaire. Absolument. Merci de l'invitation. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. J'espère que vous comprenez à quel point qu'on est choyé de pouvoir justement tous échanger, partager, discuter comme ça publiquement, gratuitement. Tu sais, c'est quelque chose que, quand on y pense, n'existait pas avant d'avoir accès à autant d'informations, autant d'expérience, autant de sagesse. Puis d'ailleurs, si vous voulez puiser encore plus dans ce bassin d'intelligence collective, je vous invite à vous inscrire au Collège MREX si ce n'est pas déjà fait. Venez investir en vous. C'est le meilleur investissement que vous pouvez faire. Un investissement dans un cours au collège, que ce soit le certificat en ingénierie financière, que ce soit un des autres certificats qui existent, que ce soit le programme accélérateur, la Meurthe Multilogement, va être la chose la plus facile à rentabiliser puis qui va vous amener le plus grand retour sur investissement pour le reste de votre vie. On le voit, ça, carrément, les gens step up, level up, ça change des vies. On espère être capable de vous aider à atteindre vos objectifs, à rêver grand, à être réaliste puis à être constant. J'espère vous voir bientôt au Collège MREX si vous n'êtes pas déjà inscrit. Si vous avez déjà passé à travers un de nos programmes, j'espère vous voir dans un prochain programme parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre, on n'a jamais fini d'évoluer. Merci beaucoup. Au prochain épisode.